Nous sommes ravis d'accueillir cette soirée co-organisée par Jardin à tous les étages Ivry et Archivry. Et donc je remercie d'avance déjà Cécile et Nelly qui ont œuvré pour cette soirée. Et cette soirée est en écho aux Journées nationales de l'architecture qui se déroulent ce week-end. Et il se trouve que le thème cette année, c'est « Nouvelle vie des bâtiments et nouvelles pratiques de l'architecture ». Donc je pense que le thème choisi et proposé par nos amis des deux associations colle parfaitement à la thématique. Voilà. Je vous remercie d'éteindre vos téléphones portables. Je vous indique qu'il y a un certain nombre de livres sur l'architecture qui sont disponibles à la médiathèque et que vous pouvez éventuellement emprunter si votre carte d'adhésion est à jour. N'hésitez pas à venir nous voir à l'issue de la soirée. Je passe la parole à Cécile. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup d'être là. Et effectivement, l'actualité ivrienne et peut-être même au-delà empêche pas mal de gens de pouvoir venir, malheureusement. Donc, nous avons opté pour le souvenir de la captation vidéo qui va permettre aux gens de pouvoir revisionner plus tard cette soirée. Et donc, je voulais juste vous le dire, et que si des personnes ne souhaitent pas être filmées, parce qu'il y aura un petit débat après dans la salle, qu'elles se le fassent savoir, parce qu'autrement, on va essayer de rendre la chose un peu interactive. Alors ça, c'était ma petite introduction. La deuxième chose que je voudrais vous dire avant, c'est quand même de peut-être présenter nos deux associations, effectivement. Jardin à tous les étages Ivry est une association assez jeune, mais qui activement vise à promouvoir l'architecture du centre-ville, essentiellement, par Renaudy et Gailloustet, et elle le fait selon deux axes complémentaires. L'un qui est le jardinage entre voisins sur les terrasses, pour que nos belles terrasses qui peuplent la ville soient le plus heureuse possible et nous rendent le plus heureux possible. Ça, c'est un premier axe. On a un axe du milieu qui est le compost de quartier qu'on a monté à côté de la promenade des Marronniers et qui permet aux terrasses d'être bien nourries. Et puis, on a une activité plutôt de plaidoyer, de défense architecturale qui organise des visites, beaucoup de visites. Vous voyez souvent beaucoup d'étudiants, d'architectes, de gens qui viennent visiter la ville. Et donc, on organise ces visites et on les accompagne. Et aussi un travail de veille, parfois un petit peu attentive, on va dire, pour éviter que cette architecture que nous aimons beaucoup soit abîmée ou maltraitée. Et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on organise aussi les rencontres. Et voilà, je voulais dire que voilà, notre association est un peu multitâche, mais que le jardinage et l'architecture savent se rencontrer. Je vais demander peut-être à Nelly de présenter la sienne, Archivry. Alors Archivry est, comme son nom l'indique, surtout concentré sur l'architecture. L'idée, c'est de défendre et de mettre en valeur ce patrimoine unique, qui est un laboratoire du logement collectif et un laboratoire de la ville dont on n'a pas toujours conscience. Et l'idée, c'est de poursuivre l'œuvre, le chemin, en dépit des vicissitudes qui sont nombreuses. On en parlera évidemment tout à l'heure. Donc nos associations sont assez actives alors qu'elles sont très récentes. C'est la 3e année qu'une soirée d'architecture est organisée à la médiathèque. La 3e année où nous participons aux Journées du patrimoine avec les visites du centre Jeanne Hachette à la mi-septembre, suivi des visites d'appartements qui connaissent un grand succès. Chaque année, on est obligé de refuser des gens. On va être obligé de multiplier les visites si on veut répondre à tout le monde. Et c'est la 2e année qu'on organise un débat à la médiathèque sur un thème défini chaque année. L'année dernière, pour mémoire, c'était Ivry vu d'ailleurs, avec des journalistes, des architectes venus de l'étranger et qui portaient un regard tous singulier sur Ivry. Voilà. Alors, je reprends le micro. Maintenant, donc, passons dans le vif du sujet. Le thème de la soirée, c'est entretien, réhabilitation ou démolition, reconstruction sous forme de questions. Ce sont des scénarios qui existent dans le soin au bâtiment, dans le rapport au bâtiment,
finalement quels sont les scénarios les préférables, quels sont leurs avantages et leurs inconvénients. Parce qu'il existe des bâtiments qui, après plusieurs décennies, voire parfois un demi-siècle, sans jamais avoir nécessité de lourde réhabilitation, ont un aspect quasi neuf. Et cet aspect quasi neuf, ils l'obtiennent grâce à un entretien constant et permanent et continu. Il y a d'autres bâtiments, on en connaît, qui sont si dégradés que seule une démolition semble envisageable. Le plus souvent, c'est au prix d'une réhabilitation importante que l'immeuble peut être remis en état. Et donc, on imagine, coûteuse. Et donc, les questions qu'on va poser à nos deux intervenants, c'est quelles conséquences financières, mais aussi environnementales, également sociales, quelles conséquences impliquent ces différents scénarios? On a invité 3 architectes à en débattre. La première, Inken Baller, est une architecte danoise qui vit et qui est installée à Berlin depuis longtemps et qui a beaucoup construit d'immeubles collectifs en Allemagne. Le deuxième invité, c'est Francis Landron, ici présent, qui est architecte militant installé à Ivry et qui travaille principalement sur l'existant avec une approche sociale et écologique. Et la troisième invitée, c'est Isabelle Conchero, qui est architecte galicienne installée en Suisse, qui est professeure et chercheuse à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg, en Suisse, et qui travaille sur la valorisation de l'existant, notamment le logement social, orienté vers sa transformation et remettant en question sa démolition. Alors, je vous ai annoncé 3 invités, vous n'en voyez que 2 sur l'estrade. Inken Baller, qui est une dame qui a un âge respectable, n'a finalement pas pu se joindre à nous ce soir, mais elle nous a permis de recueillir son point de vue grâce à la complicité du collectif UFO, que ceux qui étaient là l'année dernière ont pu connaître, qui était ce collectif qui a travaillé sur un projet très intéressant à Ivry et on avait projeté des films à Jeanne Hachette. En tout cas, ce collectif est également à Berlin et en signe d'amitié avec nos associations, a accepté de poser des questions à Inken Baller, les questions que nous voulions lui poser ici, et de la filmer. Et donc, nous allons pouvoir maintenant l'entendre répondre aux questions qu'on lui pose. Ich denke, das ist möglich, wenn die Bewohnerinnen mit diesen Häusern sehr friedlich umgehen, weil sie mögen, weil sie lieben und weil von vornherein auch darauf geachtet wird, dass kleine Schäden sofort beseitigt werden, damit sie nicht zu großen werden und damit eben auch nicht etwas wie ein Vandalismus entstehen kann. Diese Weiberwirtschaft ist als Genossenschaft 1992 gegründet worden und hatte damals in Ostberlin von der Treuhandgesellschaft relativ marode Fabrikationsgebäude gekauft. Die Gebäude waren in einem relativ schlechten Zustand damals und also auch sehr hoch kontaminiert, weil es jahrzehntelang eben ein Chemiebetrieb war. In den Jahren der DDR VEB Kosmetik, aber Kosmetik war damals also auch 100%ig Chemie. Und die Gebäude haben wir damals zusammen mit der Weiberwirtschaft, hat dann mir den Auftrag als Architektin gegeben, diese Gebäude zu sanieren und in Ordnung zu bringen und auch für ihre Bedürfnisse herzurichten. Also es war damals
angedacht, dass man möglichst flexible Grundrisse hatte, weil man überhaupt noch nicht wusste, wer dort einzog, und dass möglichst viele unterschiedliche Funktionen dort untergebracht werden können. Unter anderem also auch zum Beispiel ein Kindergarten, ein Restaurant, verschiedene Läden, auch Wohnungen, aber vor allen Dingen eben dann Flächen für Frauen, die einen Betrieb gründen. Also es war sozusagen ein Projekt, um Gründerinnen zu helfen. Diese Organisation hat natürlich auch oder diese Genossenschaft hat auch eine Geschäftsleitung, die das einfach auch sehr transparent und sehr kommunikativ betreibt. Und die haben von vornherein eine Handwerkerin eingestellt, die vor allen Dingen und nichts anderes zu tun hat, als nach kleinen und kleinsten Schäden zu suchen. Und wenn sie sieht, dass zum Beispiel ein Fenster etwas die Farbe abblättert, dann wird sofort in Ordnung gebracht und nicht darauf gewartet, bis das alles so durchnässt ist, dass das Fenster anfängt zu faulen. Bei der Eberald ist es etwas problematischer, weil da natürlich die Instandhaltung jahrzehntelang extrem vernachlässigt worden ist und man musste sozusagen die Instandhaltung dann in einem Stück nachholen. Der Hintergrund war natürlich der, dass man nicht instand gehalten hat, weil man abreißen wollte. Also wurde eigentlich mit den Häusern ein Zustand erreicht, dass es scheinbar billiger war, die Häuser abzureißen und neu zu bauen, als wieder zu reparieren und zu modernisieren. Und das hat natürlich eine reine marktwirtschaftliche Gründe. Also es hieß damals in Berlin, wenn man die Häuser repariert, das wäre Gekleckere und man wollte lieber klotzen. Das ist schwer zu übersetzen. Also weil man damit mehr Geld verdienen konnte. Mit Instandhaltung und mit Reparaturen muss man eigentlich auch eine Handwerkerstruktur dafür haben. Die hat es damals zum Beispiel in Berlin in den 60er, 70er Jahren faktisch nicht gegeben. Aber in dem Moment, als die Eberald dann beschlossen hat, und auch die Gesellschaft oder die Politik beschlossen hat, wird nichts mehr abgerissen, haben sich auch natürlich diese Handwerksstrukturen gebildet. Also sobald ein Bedarf da ist, wird er also natürlich auch von entsprechenden Strukturen gedeckt. Also Sie haben als erstes natürlich also den Vorteil dieser ganzen Häuser war, dass sie eine sehr ähnliche Struktur haben. Sie haben genau die gleiche Baustruktur, haben also die gleichen Art von Details, ähnliche Fenster und so weiter und so fort, sodass man sehr schnell auch vergleichbare Fehler auflisten konnte und vergleichbare Mängel aufleisten konnten und dann dafür natürlich dann auch Standardlösungen zur Reparatur entwickeln konnte, sodass man insgesamt dadurch natürlich dann die Kosten gesenkt hatte und diese ursprüngliche Geschichte, dass man glaubte, dass das zu teuer sein würde, hat sich ins Gegenteil verkehrt. Also man hatte ursprünglich immer gesagt, die Instandsetzung und Modernisierung würde 130% der Neubaukosten sein und es war dann nachher 60 bis 80%, also wesentlich weniger. Dazu muss man sagen, hat die EBA auch natürlich sehr viel Transparenz innerhalb dieser Bewohnerinnen geschafft. Es gab Möglichkeiten der Selbsthilfe, des Selbstbaus, um also auch dann diese Instandhaltungskosten, die ja weit über eine normale Instandhaltung hinausgehen, dann also auch wieder nicht zu sehr also auf diese Mieten sich auswirken zu lassen. Im Grunde genommen relativ wenig. Die meisten Häuser, wenn man sie sich jetzt ansieht, sind ja ziemlich gut instand gehalten. Und ich glaube, das hat auch mit der Wertschätzung der Leute, die dort wohnen, zu tun. Und es ist so, dass wir natürlich zum Beispiel auch Fälle haben, wo es dann auch nicht so gut gelaufen ist, wo dann wir nicht gefragt worden sind und dann einfach auch Fehler gemacht worden sind. Also das gibt es schon. Bei der Weiberwirtschaft komme ich vielleicht nochmal darauf, die haben zum Beispiel unsere gesamten Planunterlagen.
Nicht? Also sie haben alle Details, alle Planunterlagen. Ich habe überhaupt nichts mehr von unseren den ehemaligen Zeiten, sie haben sie komplett. Und deswegen gucken sie einfach auch immer in diese alten Zeichnungen nach. Und das ist natürlich eine ganz andere Ebene als jetzt in diesen anderen Häusern, wo einfach das jetzt auch zum Teil Eigentümergemeinschaften sind, die dann versucht haben, eigentlich aus dieser Wertschätzung heraus, sich dem Original möglichst anzunähern. Aber wir haben das zum Beispiel, ja, das kennt ihr auch, in Kassel in der Documenta Urbana gehabt, wo dann eben ein Besitzerwechsel war, der dann diese Häuser einfach ja, völlig verändert hat. Und da sind wir auch nicht gefragt worden. Es ist in jedem Fall, also wirtschaftlich ist es in jedem Fall günstiger, gleich zu reparieren, wenn ein kleiner Schaden auftritt, und eine regelmäßige Instandhaltung zu machen, regelmäßig die Häuser zu begehen und zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Denn wenn die Schäden größer werden, sind auch die Kosten wesentlich höher. Und es ist natürlich auch dann für die Leute, die dort wohnen, oft auch mit sehr, sehr viel mehr Ärger und Dreck und Lärm verbunden, als wenn man eben nur immer wieder diese kleinen Schäden da beseitigt. Es ist unterschiedlich. Ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, dass eine regelmäßige Instandhaltung sehr viel günstiger ist und man glaubt eben dann sozusagen diese wenige Geld sparen zu können. Und wir haben es ja im großen, wirklich im sehr großen Maßstab bei uns hier in Deutschland mit unserer Bahn, die dann jahrzehntelang nicht instand gehalten hat und wir jetzt vor diesem großen Dilemma stehen, dass jetzt wir riesige Investitionen brauchen, um diesen Instandhaltungsstau wieder aufzuholen. Wenn das regelmäßig geschehen wäre, hätte man nicht diese großen Ärger, die wir jetzt haben, gehabt. Und da hat es einfach damit zu tun gehabt, dass die Bahn sollte ja sozusagen als Aktiengesellschaft an den Markt kommen und deswegen wurde sozusagen gespart und da ist eben jahrzehntelang eben auch nichts in die Instandhaltung hineingesetzt worden und jetzt ist einfach dieses große Dilemma da. Das ist jetzt im ganz großen Stil geschehen, aber bei dem Hausbestand ist genau das Gleiche. Also gerade bei den Wohnungsbaugesellschaften, die regelmäßig ihre Häuser pflegen, haben natürlich wesentlich weniger Ärger mit den Mietern. Es gibt andere, also auch gerade jetzt so Kapitalgesellschaften, die nichts machen. Und wo die Leute dann eben natürlich auch dann verzweifelt sind, weil dann monatelang das Wasser durch die Decken tropft und so weiter und große Schäden verbreiten. Ne? Und bei den Kapitalgesellschaften ist es auch so, dass sie natürlich versuchen, sozusagen die Kosten so niedrig wie möglich, die laufenden Kosten zu halten und dann womöglich dann, wenn also dann das Haus so marode ist, dann wird es eben ja, abgerissen und neu gebaut. Ne? Was mit allen ökologischen Vernichtungen von grauer Energie und so weiter und so fort ja auch noch dann zu tun hat. Ne? Also ich muss vielleicht ein paar Worte zu dieser Siedlung überhaupt sagen. Die ist 1954 bis 1961 von dem Büro Atelier 5 gebaut worden, als hochverdichtete Siedlung, als eine terrassierte Siedlung mit auf einem relativ strengen Gebäuderaster, wo einfach der Beton einerseits dominiert, obwohl auch sehr viel gemauert ist, und die inzwischen aber sehr grün überwachsen ist. Also es gab von vornherein viele Möglichkeiten der Begrünung durch Höfe und auch durch begrünte Dächer. Und natürlich ist also auch diese Siedlung in die Jahre gekommen und sie mussten spätestens so ab 2011, 2012 eben auch darüber nachdenken, dass sie einige Dinge jetzt auch wirklich grundsätzlich sanieren mussten, zum Beispiel die gesamten Dächer. Und sie haben dazu einmal dieses Atelier 5, also diese
Leute dort, die dort wohnten, das Atelier 5 damit beauftragt, Rahmenrichtlinien zu entwickeln, was unbedingt erhalten bleiben musste im Original und wo individuell gearbeitet werden kann und welche Sachen prioritär erstmal bearbeitet mussten, weil sie einfach auch nicht die finanziellen Möglichkeiten hatten, jetzt alles gleichzeitig zu machen. Da ist nämlich auch zum Beispiel die technische Infrastruktur in die Jahre gekommen, die muss auch ausgewechselt werden. Aber vordringlich war eben vor allen Dingen dann jetzt zum Beispiel dieses große Dachlandschaft mit dem grünen Dach wieder in Ordnung zu bringen. Und dazu wurde dann diese Instandsetzungsgesellschaft, oder wie heißt sie noch genau? Die Einfache Gesellschaft Sanierung Hallenhäuser. Genau, gegründet, wo faktisch 90% der Eigentümerinnen drin sind. Einige gab es natürlich, die dann nicht mitmachen wollten. Und das ist jetzt auch inzwischen gemacht worden. Und diese Rahmenrichtlinien, die das Atelier 5 entwickelt worden hat, sind in enger Abstimmung auch mit dem Denkmalschutz gemacht worden. Die Siedlung steht eben auch unter Denkmalschutz. Und das, was also sozusagen den Wert der Siedlung ausmacht, dass das eben dann eben nicht kaputt gemacht wird. Das war eigentlich diese vordringliche Geschichte, die in dieser Instandsetzung da zugrunde liegt. Ne? Ivry finde ich eine ganz einzigartige Anlage und es ist genau das, was wir eigentlich auch für die Zukunft brauchen. Eine hochverdichtete, sehr begrünte Wohnlandschaft, die gleichzeitig aber auch ein Ort ist mit kurzen Wegen, wo man also alles, was man sonst also zum täglichen Leben braucht oder als Infrastruktur braucht, in nächster Nähe hat. Also man braucht also zum Beispiel kein Auto, ja nicht mal ein Fahrrad. Ne? Merci pour elle. Inken est venue à Ivry il y a 2 ans et effectivement elle a visité, elle a été éblouie et très intéressée par ce qu'elle a vu. Un mot supplémentaire sur le bâtiment qu'elle a rénové à Berlin, que nous avons pu visiter. Donc vous avez vu, ce sont 2 cours qui se suivent l'une l'autre. Donc une partie sur la rue a été refaite à neuf. Ce sont des bâtiments neufs qui abritent des logements et tout le reste est fait à partir des bâtiments d'origine. Il y a eu un soin très très important sur la conservation du maximum de ce qui pouvait être gardé. C'est ainsi que toutes les lampes, par exemple, ou toutes les rampes d'escalier ont été conservées de manière intacte et rénovées. Elles sont dans l'esthétique du Bauhaus et ça donne un cachet inimitable à cet endroit. Elle a introduit aussi, ce qu'elle ne dit pas là, des éléments tout à fait novateurs qui, dans les années 90, étaient encore un petit peu d'avant-garde. C'est-à-dire que l'entièreté de l'ensemble est chauffée par le chauffage solaire. Ils produisent même plus de chauffage que ce dont ils ont besoin, donc ils en revendent. Et elle a installé sur les toits également des réserves d'eau de pluie qui alimentent les colonnes des WC et également les colonnes pour le chauffage. À tout ça, il faut ajouter que les 2 cours ont été entièrement végétalisés et qu'il y a à l'extérieur des endroits où on peut se reposer, des endroits où on peut travailler avec des tables. Et il y a une mixité totale puisqu'il y a des logements, je vous ai dit, sur la façade. Mais ensuite, il y a évidemment toute cette pépinière d'entreprises de femmes, puisqu'à l'origine, c'est un collectif féministe qui s'est auto-organisé pour pouvoir racheter cet immeuble. Et on y trouve aussi un grand café-restaurant qui est ouvert à tout le monde. On y trouve aussi une crèche. Et je crois qu'il y a autre chose que j'ai oublié. Oui, ici, très important, une bibliothèque et un centre de documentation féministe avec énormément d'archives. Donc c'est un lieu qui est très connu dans Berlin et qui est très fréquenté. Voilà, ça c'était pour le complément sur le petit film que nous avons vu. Alors Francis, toi qui te définis comme un architecte militant, tu as eu la chance de travailler sur différents patrimoines de différentes époques et tu as été confronté aussi à l'inverse de ce que nous montre l'exemple de ce qu'a raconté Inke, à savoir des impossibilités de réhabilitation, non parce qu'elles étaient impossibles, mais parce qu'il existe des mécanismes de production de la ville
qui sont à l'œuvre et qui empêchent tout ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Bonjour tout le monde. Voilà. Je lis mon texte parce que voilà, j'ai pas trop l'habitude d'intervenir en public. Vas-y. Je n'apporte ici que mon expérience, mon expertise et mes interrogations. Je remercie Cécile Duvel de m'avoir proposé de venir vous parler de ce qui m'enrage, expliquer pourquoi et esquisser des perspectives plus joyeuses. Fils d'un entrepreneur, dès l'enfance sur les chantiers, j'ai reçu une formation pour faire de l'architecture. Grâce à cela, je connais le coût des biens construits, leur valeur élevée, leur caractère inestimable aujourd'hui, du fait des forces humaines pour l'établir, de ce que ces lieux ont porté comme vie et de ce qu'ils constituent ou font comme bien. On découle là nécessaire attention et soin qu'il faut leur porter. De là, une recherche constante du geste juste pour honorer cet acquis, l'enrichir pour nos futurs. Est-ce que tu peux changer là ? Je suis ici car j'ai été pris dans l'injonction d'un ordre incompréhensible, kafkaïen, et cherche les moyens d'entraver ces mécanismes que je considère au regard de notre monde d'aujourd'hui nuisibles. En banlieue nord de Paris, au sous-sol d'une mairie, partageant le projet de rénovation d'un quartier avec les acteurs institutionnels, le projet que vous voyez ici. Donc les acteurs institutionnels, c'était la ville, la communauté de communes, le bailleur social. Nous étions missionnés par lui, l'ANRU et leurs urbanistes. Lors de cette présentation, la question tombe à la fin de la présentation du projet de rénovation. Combien démolissez-vous? Notre réponse immédiate, aucune démolition n'est nécessaire pour rénover le quartier. Pour autant, dès cette question, l'Assemblée commence à réfléchir en ces termes. L'urbaniste de la communauté manipule la maquette et fait des hypothèses de destruction. Malaise, désarroi, notre présentation d'un avenir tout à fait enviable est balayée par une demande d'autorité qui s'impose, dont on ne sait où. Et au lieu de parler d'aménité urbaine, on s'interroge sur les démolitions à réaliser et si on démolissait celui-là ou celui-ci. La conversation en catimini des principaux impactés avait pris une tournure irréelle pour nous qui avions rencontré les habitants. Elle heurtait aussi notre pratique avec un sentiment d'être pris dans des mécanismes délétères. Ce projet, grâce aux bailleurs, nous l'avons porté jusque dans le détail pour montrer que ces bâtiments pouvaient devenir des lieux enviables. Nous ne sommes pas parvenus à empêcher le choix de la démolition malgré tous les arguments de raison qui satisfaisaient au-delà des espérances aux objectifs attendus. Alors, essayer de comprendre pourquoi la démolition devenait le sujet lors de ces échanges d'experts et décideurs s'est imposé. Tout d'abord, la question « Combien démolissez-vous » est d'une violence à y bien réfléchir inouïe. Elle empêche de facto de penser le déjà-là de la ville. Nous avons recherché les textes qui régissent, image suivante, les acteurs de la ville sur le sujet du renouvellement urbain. Après les politiques dites de la ville des années 80 et 90, sont apparues les politiques de renouvellement urbain. Elles sont issues de réflexions visant à créer de l'égalité entre les territoires. Il s'agit de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, dite SRU, créée en 2000 et qui comporte de réelles avancées. À sa suite, naît la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dite loi Borloo. Elle annonce dans son article 6 une quantité de 250 000 logements à démolir. On comprend mieux avec ce nombre que les autorités souhaitent atteindre un objectif quantifié. Par ailleurs, la loi parle dans la même phrase d'un effort global. D'une certaine manière, avec ce quota, l'on peut comprendre que chaque quartier doit prendre sa part à cet effort. Dès lors, la question « Combien démolissez-vous » s'explique. Elle s'inscrit dans un objectif politique. Comme tout quota de ce type, il s'applique depuis le haut vers le bas sans explication. Il est incompréhensible à ceux qui le subissent et je dirais même à ceux qui l'appliquent. Ce simple quota est en soi une violence aveugle qui s'exerce sur ces zones urbaines sensibles. L'appellation, ou devrait-on dire la stigmatisation, est aussi curieuse, sensible. J'y reviendrai. On les appelle QPV aujourd'hui, quartier prioritaire de la ville. Cette loi a créé une agence pour appliquer sa politique et permettre le financement. C'est l'Agence nationale de renouvellement urbain, dite ANRU. Elle dispose par décret d'un règlement qui confirme depuis 2015, dans son préambule, l'objectif de démolition comme suit. Dans ce cadre,
il s'agira d'articuler un projet global liant et hiérarchisant la démolition d'immeubles inclus dans des opérations d'aménagement d'ensemble, libérant et réorganisant l'offre foncière, le développement d'une offre immobilière nouvelle, la restructuration et réhabilitation du patrimoine visant l'aménagement des espaces publics, l'amélioration du cadre de vie. On ne peut pas faire plus explicite. Il s'agit bien en première position de démolir pour créer du foncier pour construire du neuf à la place. On peut légitimement se demander si ce préambule n'est pas directement issu de ceux qui construisent des bâtiments neufs. Dans un jargon plus commun, cela se nomme faire table rase, faire place nette. Les mécanismes d'exercice du pouvoir légitime sont en place pour détruire des lieux, pour les remplacer par d'autres nouveaux, procéder à un grand remplacement d'une certaine manière. Je résume ainsi, le national exige des zones urbaines, pourtant sensibles, de s'automutiler pour ne plus être sensibles, pour peut-être les endurcir. Peut-on appeler cela de la maltraitance institutionnelle? Image suivante. Nous nous sommes ensuite exercés au bureau à essayer de comprendre quel en est le coût. Nous sommes dans l'ère du développement durable où les aspects sociaux, économiques et environnementaux doivent être évalués pour agir en conséquence pour notre avenir commun. Quel est le coût social de détruire des lieux de vie, des chez-soi et des liens sociaux? Pour certains habitants, leur vie entière s'y est déroulée. Chacun sait que c'est précieux, sa maison. Nous n'avons pas de chiffres, mais déménager des personnes qui n'ont pas eu le choix est forcément coûteux et bien souvent traumatisant. Le coût est donc inestimable. Pour le reste, aspect économique et environnemental, l'on peut mesurer les avantages et inconvénients. C'est l'objet de cette synthèse graphique permettant de voir le coût et de comparer les moyens d'aménagement du territoire. La démolition-reconstruction à laquelle invitent nos lois, comparée à une rénovation ramenant un confort actuel, est plus de 2 fois plus chère et émet jusqu'à 20 fois plus de gaz à effet de serre. Les températures d'aujourd'hui, les quelques modifications météo perceptibles dans nos corps, l'état de nos finances publiques, même dissimulées, penchent nettement vers une solution de rénovation. L'objectif de développement durable est non atteint sur ces 3 critères. Démolir et reconstruire est insoutenable en termes de développement durable. Dans le même temps, l'état du logement en France et l'évolution de la réponse aux besoins est catastrophique. En constante hausse depuis les années 80, la demande de logement a plus que doublé, passant de 680 000 à 1,8 million de ménages en attente de logement social. Le nombre de sans-abri depuis les années 80 a triplé en passant de 100 000 à aujourd'hui plus de 300 000, avec plus de 2200 enfants qui dorment à la rue. La spéculation et la rareté des logements sociaux, ou non, bloquent la fluidité des parcours résidentiels. Les démolitions de logements sociaux dans ce contexte aggravent la crise du logement. On pense à ces immeubles qui mettent plusieurs années à se vider et bouleversent les vies des personnes et des quartiers, créent une indisponibilité du parc immobilier, puis les reconstructions qui mettent du temps aux mêmes endroits. On pense à l'argent dépensé, au double pour produire du neuf qui rend aussi moins accessible aux plus faiblement munis le logement social, le prix de location étant en sortie d'opération plus élevé. Il faut bien voir ce contexte de descente aux envers qui s'aggrave depuis 40 ans, maintenant qu'il n'a pas l'air de s'inverser dans l'immédiat. C'est pour ça que j'ai mis cette image. Image suivante. Là, voilà, j'ai mis cette image-là puisque qu'est-ce qu'on avait fait dans ce projet qui permettrait de voir comment faire autrement. Le retour d'information sur la première phase du projet de renouvellement urbain révèle que la mixité sociale est un échec. C'était le premier objet de cette loi, c'était d'essayer de mélanger les gens. Le principal objectif est donc non satisfait avec des moyens brutaux de démolition. Dans un monde fini où nos actions ont entraîné des bouleversements désastreux, l'économie de moyens s'impose à tout projet. La préservation et l'attention à l'existant, déjà consommé et émis dans l'atmosphère, devraient être un principe impérieux. Dans cet objectif, l'acte de démolir ne peut être envisagé que comme moyen et non une fin. De tout cela, je suis fondé à penser que la loi actuelle est contre-historique, qu'elle est dangereuse, tant pour notre cohésion sociale que pour notre avis environnemental. Avec cette loi, l'on a le sentiment par ailleurs que c'est parce que l'on rejette ces biens urbains que l'on souhaite les renouveler. C'est le terme d'attractivité qui m'a mis la puce à l'oreille. Je l'ai toujours trouvé un peu suspect. Cela voudrait dire que les lieux que nous habitons ne seraient pas attractifs. Quelle vision avons-nous des gens qui y trouvent leur merveilleux, leur vie, leurs attachements? De quel droit doit-on les juger et détecter qu'ils ne sont pas attractifs?
Je pense que ce sont les manières de considérer ces quartiers qui sont inadéquates, et ce, depuis l'origine. L'on fait régulièrement table rase de ces lieux que l'on ne saurait voir ou accepter, car indignes pour certains. Si c'est l'état d'une chose maltraitée qui détermine sa destruction, c'est une erreur de raisonnement. À mon sens, la seule manière d'envisager un lieu, c'est de voir d'où il vient, observer son état actuel, mais surtout, c'est dans son devenir qu'il est précieux. Il faut donc apprendre à considérer et non juger, tirer les ficelles des merveilles qui résident en tout lieu pour rétablir des droits et états, principalement, et amender dès que possible. L'ensemble des quartiers prolétaires construits dans les années 60-70 sont tous issus d'une pensée architecturale riche et généreuse. Elle offrait déjà en son temps de réelles avancées. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont plus visibles aujourd'hui que nous ne pouvons pas les réactiver et les compléter. Par exemple, vous voyez un plan de logement issu de cette époque de construction. À gauche, l'état existant. Il a fait l'objet d'une première mise à niveau incomplète en 2010 par une extension du séjour trop petit. C'est la loggia qu'on voit sur la gauche. Ces logements ont des caractéristiques remarquables. Ils sont traversants. Ils sont 2 par palier. Ils disposent d'une généreuse lumière naturelle dans toutes les pièces. De pièces pour chaque fonction. La cuisine séparée du séjour, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on ne saurait pas les reproduire avec les conditions économiques actuelles. L'état futur montre une rénovation, ici, ambitieuse, qui ajoute un espace extérieur grâce à une isolation avec des matériaux biosourcés. Une boucle se forme à l'intérieur du logement. Les anciennes loggias agrandissent chambres et séjours. Beaucoup de personnes rêveraient d'une telle maison. Cela vaudrait cher sur une affiche d'agent immobilier. Cela réduit aussi drastiquement les consommations d'énergie et réduit les loyers. Ce type de travail prospectif peut s'exercer à toutes les échelles, de la poignée de porte jusqu'au quartier. En fait, les logements que je vous montre là, c'est les logements qui vont être démolis. Il y a au total plus de 260 logements qui vont être démolis de ce niveau de qualité. Pourquoi donc n'avons-nous pas le désir de ces lieux ? Moi, j'ai repéré plusieurs facteurs. Ces grands ensembles issus de projets très ambitieux sont pour la plupart non aboutis. Les ambitions initiales, pourtant appropriées, sont inachevées. Cela laisse des manques structurels difficiles. C'est pourquoi il faut toujours remonter l'histoire de ces établissements dans le temps pour voir ce qui n'a pas été abouti et peut-être, si nécessaire, les compléter dans ces continuités. En second lieu, un manque criant et continu d'entretien qui donne un aspect repoussant. Là, ce sont nos institutions qui n'ont pas mis en place des dispositions pour maintenir un entretien tel que les choses semblent tenir et renvoient une belle image de maintien. En troisième lieu, l'aggravation des inégalités dans notre société a concentré la pauvreté dans ces endroits et avec cela les modes de survie qui nous dérangent. Image suivante. Alors comment faire ? Tout d'abord, mobiliser des logements et immeubles vacants. Nous disposons de 1,3 million de logements vacants. Par exemple, dans un article de la semaine dernière sur Mediapart, vous avez une carte qui était dans cet article et qui montre qu'à Paris, 145 000 logements ne sont pas loués parce que les propriétaires, ça ne les intéresse pas. Donc, il s'avère que certains quartiers sont trop sensibles. C'est pour ça que j'ai fait la relation avec la zone urbaine sensible, pour partager où est leur bien. Ils font de la rétention. Il est urgent de faire cesser ces ghettos et permettre d'habiter partout. Il faut savoir qu'il y a deux volets dans la loi SRU. Il y a un volet qui est celui de rénover les quartiers et il y a un volet qui est celui que les ghettos de riches, d'une certaine manière, accueillent plus à l'inverse. On voit clairement sur cette carte que les quartiers bourgeois sont les moins partageurs de leur espace. Donc ça, c'est le premier point qui me semble important, c'est qu'il faudrait aller là où il y a du disponible avant de commencer à penser construire. Et de revaloriser les bâtiments existants. De manière urgente, cesser les démolitions,
d'ores et déjà envisager et établir une obligation de justification des démolitions au seul motif valable suivant. Vétusté telle que seule une démolition-reconstruction est moins coûteuse. Une nécessité d'intérêt public. Ça devrait être les deux seules, enfin celles que j'ai trouvées, raisons d'une démolition aujourd'hui au regard de notre niveau de connaissance de ce que ça entraîne de démolir un bâtiment. Je vous invite à signer l'appel Stop démolition collectif qui s'est constitué sur la base de toutes les luttes locales pour empêcher les démolitions au niveau institutionnel et fédérer les forces. Tous les trois, on s'est rencontrés à cet endroit-là. C'est parti d'un quartier du Montmirail à Toulouse et tout de suite l'ensemble des luttes locales se sont fédérées et nous nous sommes retrouvés, je ne sais plus, c'était en février, au pied de l'ANRU pour demander l'arrêt immédiat des démolitions. Le dernier, un point important aussi, impliquer les principaux intéressés, les locaux, dans la valorisation de leur quartier, de leur habitat, mettre en place des moyens leur permettant de travailler en toute indépendance à leur propre avenir. J'ai souligné sur mon papier en toute indépendance, parce que souvent le participatif, c'est plutôt faire avaler des pilules. Opérer une réhabilitation, restructuration ambitieuse de l'ensemble des constructions pour satisfaire au rétablissement des manques dus aux négligences passées, aux objectifs de lutte contre les dérèglements environnementaux, à la mise au niveau des besoins en confort actuel des constructions. Enfin, mettre en place des dispositifs pour prendre soin et entretenir avec constance ces lieux pour prendre modèle sur ce qui a été mis en place avec Inkenballer, par exemple. Je vous remercie de votre attention. Merci Francis, mais c'est quand même un peu perturbant ce que tu nous racontes. Parce que moi j'essaie de comprendre et j'arrive toujours pas à comprendre la logique. Alors, Inken et Francis, vous nous expliquez que c'est moins coûteux d'entretenir que de démolir, et coûteux en termes aussi bien économiques, strictement financiers, que humains et environnemental. Vous nous expliquez que toute la politique de développement et de rénovation urbaine vise à offrir plus d'habitations et d'habitats diversifiés à des populations qui manquent de logements. Vous nous expliquez qu'il y a des logements vides qui ne demandent qu'à être occupés et qui pourraient être occupés moyennant ou non d'ailleurs rénovation, parce que parfois ils sont en tout à fait bon état. Alors, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est que moi, je pense souvent que l'action est souvent, malheureusement, mue par les nécessités financières. Mais là, les nécessités financières sont contradictoires, puisqu'il semblerait qu'il soit moins coûteux d'entretenir que de démolir et reconstruire. Sauf si le crime profite au mauvais client. Peut-être que, finalement, c'est dans l'intérêt de certains partenaires de démolir, reconstruire, et pas forcément dans l'intérêt général. Peut-être que là, il y a quelque chose à creuser. Je vais me tourner vers Isabelle, parce que j'espère qu'Isabelle, qui est professeure dans une grande école d'architecture, qui a étudié cette chose-là depuis longtemps, qui a fait travailler ses étudiants, qui a publié un magnifique dossier dans cette revue d'architecture qu'elle va présenter en particulier au pavillon de l'Arsenal après-demain, dans le cadre toujours de ces journées, de ce mois de l'architecture, et qui va qui a comme sujet cette question des démolitions. J'espère qu'Isabelle va pouvoir peut-être nous éclairer sur la logique qui préside à tout ça, parce que là j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Isabelle. J'y passe directement, si tu veux. Ouais, oui. Je vais te mettre ton affaire là, et comme ça je vais enfin être en vacances. Voilà. C'est ça, hein. C'est ça, voilà. Donc c'est par là que oui. tu te balades.
Je ne sais pas, je ne pense pas que j'aurai toutes les réponses, on aura le temps de discuter. Je vais vous présenter humblement mon regard sur cette situation. Et cette question j'ai intitulé la présentation démolir, point d'interrogation, entretenir, rénover, transformer, valoriser. Moi, je suis architecte de formation, d'origine espagnole, comme a dit Cécile, est installée en Suisse. J'ai travaillé beaucoup d'années dans la pratique d'architecture, notamment aussi dans des petits projets de transformation, mais maintenant, depuis plusieurs années, je suis plutôt orientée vers l'activité académique et de recherche. Et Francis, tu commences avec cette question qui était posée dans un cadre professionnel, combien démolissez-vous? Moi, mon approche à la démolition, elle est d'abord par la transformation. Moi, je m'intéresse dans mon enseignement et la recherche beaucoup à la transformation de l'existant comme champ, pas qu'à mon avis, selon l'avis de beaucoup de monde, principal d'activité pour les architectes au XXe siècle. Voilà, on doit plutôt transformer que construire de neuf. Et petit à petit, au fil des années, la question est devenue essentielle. Pour pouvoir transformer, il faut surtout commencer par pas démolir. Ça, c'est la première stratégie pour transformer, c'est de ne pas démolir. Mais on voit en France et ailleurs, et en Suisse aussi, peut-être moins, mais aussi que la démolition est toujours d'actualité, malheureusement. Et moi, je suis la démolition de n'importe quel type de bâtiment, mais surtout des logements, et principalement des logements sociaux, par de différentes questions que Francis a évoquées, que je vais évoquer tout à l'heure. Et je me suis rapprochée d'abord au cas que je vais vous expliquer, du quartier de Toulouse, les Mirailles, à Toulouse, dont la démolition a commencé déjà un petit peu avant l'ANRU, hors-ANRU, et après elle a continué. Du coup, ça fait plus de 20 ans que ce quartier est en démolition. Et moi, je me suis posé du coup deux questions. Pourquoi démolissez-vous? Non, pourquoi on démolit ces bâtiments qui font partie de l'histoire de l'architecture, qui sont apparemment solides et dont les habitants, quand on commence à discuter avec eux, ils s'apprécient. Et ça m'a mené justement à étudier d'autres quartiers et à m'intéresser à la deuxième question, qu'est-ce que démolissez-vous? Pourquoi et qu'est-ce qu'on est en train de démolir? Juste en préambule, il y a, avant, on va dire, je voulais juste dire qu'il y a dans ces processus de rénovation urbaine, à part la démolition, qui est l'impact le plus important et le plus grave, il y a aussi deux autres, la dénaturalisation du patrimoine bâti et la privatisation, que ce n'est pas l'objet de ce soir, mais j'aimerais quand même le poser parce que c'est aussi des conséquences de cette politique, comme tu as expliqué, c'est un objectif politique de rénovation urbaine. Une, c'est la dénaturalisation. Il y a beaucoup de quartiers en France qui sont en train d'être, on va dire, isolés, on pourrait parler plus tard, par des rénovations énergétiques qui sont bien sûr bienvenues, mais qu'on peut faire, on va dire, d'une façon qui respecte aussi les qualités architecturales du patrimoine existant. Et il y en a des milliers d'exemples en France et en Europe qui montrent ça. Et on est en phase justement à des enveloppes énergétiques faites avec des matériaux généralement très polluants qui sont en train d'effacer complètement la valeur architecturale de ces quartiers. Ça, c'est à droite, vous voyez une photo du quartier d'Étuvie à Amiens, dont les peu de bâtiments qui restent, ils sont tous en train d'être développés et dont toute écriture architecturale de l'époque est complètement effacée. Le deuxième danger, c'est la privatisation. Là, c'est un quartier frère de votre quartier, la Maladrerie, dont un collectif d'habitants et d'architectes se bat depuis plusieurs années, et justement pour empêcher pas la démolition, mais la privatisation de tous les réseaux magnifiques d'espaces publics verts, couverts et ouverts, pour lesquels ils sont vraiment en train de se battre parce qu'il y a des plans qui font partie de ces plans de rénovation urbaine qui visent la privatisation. Et le sujet principal, et le plus urgent en ce moment, c'est bien évidemment la démolition.
Et pourquoi démolir? La démolition, malheureusement, a été toujours présente dans l'histoire de l'architecture et ça concerne que des bâtiments publics et des bâtiments privés. Ça, c'est les photos magnifiques de Jean-Claude Gaudrin qui avait publié ce livre appelé L'assassinat de Baltard en 1972 au moment des démolitions des Halles de Victor Baltard. Mais la démolition, je pense, elle implique souvent un manque de distance temporelle pour reconnaître la valeur d'un bâtiment. En général, c'est des bâtiments qui, à ce moment-là, ils ne sont pas encore considérés comme patrimoine, n'ont pas une valeur patrimoniale, et du coup, il y a des logiques économiques, des logiques de construire un bâtiment plus moderne, qui font que les bâtiments, malheureusement, des bâtiments magnifiques, qui sont disparus au cours de l'histoire. Ça concerne des bâtiments publics et ça concerne du logement collectif et plus particulièrement du logement social de la deuxième moitié du XXe siècle. En France et en Europe, ça c'est un exemple très, très célèbre à Londres des architectes Alison et Peter Smithson, Robin Hood Gardens, dont un des bâtiments a été déjà démoli, l'autre, je pense qu'il est en cours de démolition pour faire tabula rasa pour une promotion immobilière privée. Là, c'est des pressions immobilières très fortes et qui font souvent qui sont souvent derrière les décisions de démolition. Mais en France, comme Francis a très bien expliqué, je ne vais pas répéter, c'est aussi une question, on va dire, de pression économique et immobilière, mais c'est une volonté politique, clairement affirmée, écrite noir sur blanc. Et c'est une volonté politique qui fait qu'aujourd'hui en France, qu'il y a déjà au cours de ces 20 ans, je vais peut-être faire ça. Dans la première phase du programme national de rénovation urbaine entre 2003 et 2020, il y a 160 000 logements locatifs sociaux démolis et la plupart construits justement dans cette période de la deuxième moitié du XXe siècle et d'après-guerre. Et dans la deuxième phase, qui est prévue pour les 10 prochaines années, il y a encore 110 000 logements collectifs sociaux qui vont être démolis. Ça fait un total de 270 000, ça c'est en Suisse, 70 000. Si on compte environ 3 personnes et demie par logement, ça fait presque 1 million de personnes qui sont concernées par ces démolitions. Ça, c'est la population de Zurich et de Genève ensemble, par exemple. Voilà, c'est énorme, non? Du coup, la démolition, c'est vraiment, il y a plusieurs enjeux, dont je vais juste nommer, mais pas entrer dans les différents enjeux ce soir, on n'a pas le temps, mais c'est clairement un enjeu économique et immobilier, en France et ailleurs. Et c'est une question de libération des fonciers. Il y a peu de fonciers disponibles et les fonciers des quartiers de logements sociaux, c'est une ressource précieuse pour la promotion immobilière. Et c'est aussi on va dire, un mode de production de la ville qui permet de continuer à activer un marché de la construction qui est encore fondamentalement basé sur la construction neuve. Encore, Inge parlait qu'en Allemagne qu'il n'avait pas un marché d'artisans, qu'il a fallu l'activer parce qu'on a des groupes de construction qui fonctionnent avec des logiques de construction neuve et pas tellement avec des logiques de réhabilitation, de transformation. L'enjeu environnemental est fondamental. Aujourd'hui, l'énergie grise des démolitions, elle n'est pas prise en compte dans les bilans carbone d'une construction. Ça, j'ai interviewé un ingénieur de l'ADEME qui m'a dit que c'est un sujet qui est sur la table, mais aujourd'hui, vous avez une structure en béton de 15 étages, vous la démolissez et vous faites votre bilan carbone d'une petite construction en terre, en paille écologique, et le bilan écologique sera impeccable parce que la démolition de cette structure et de toute l'énergie grise qui est dans cette structure, elle n'est pas prise en compte. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Et un autre enjeu environnemental qui me semble fondamental et dont on parle peu, c'est la destruction des espaces verts publics. Il y a dans beaucoup de ces quartiers qui vont être démolis ou qui ont été démolis, on verra des photos, il est prévu la destruction des grandes étendues d'espaces verts publics avec des arbres
Havre qui ont une cinquantaine d'années et qui sont des silos de fraîcheur, qui feront partie aujourd'hui de la base de ce qu'on peut appeler un écoquartier et qui sont simplement pas considérés dans ces plans de démolition. Bien évidemment, c'est un enjeu social majeur, d'abord parce on diminue le nombre de logements abordables pourtant extrêmement nécessaires. Il y a un manque de reconnaissance de la valeur d'usage, de l'expérience de vie de ces habitants confrontés à ces processus complètement top-down, dont personne ne demande leur avis. Et c'est des processus, moi, dans toutes les visites des quartiers que j'ai pu faire et des rencontres avec des habitants, d'une violence énorme, d'une violence qui a un impact, on va dire, psychologique dans la santé des gens, des gens qui sont dans des situations vraiment très difficiles et qui vivent, certains, pendant 2, 3, 5, 10, 15 ans, confrontés à ces processus de démolition et de relogement. Et dernièrement, c'est un enjeu architectural et patrimonial qui concerne le manque de reconnaissance de la valeur de ces logements de la deuxième moitié du XXe siècle et, comme Francis disait, aussi un manque de reconnaissance du potentiel de ces logements à être rénovés et transformés. Même s'ils sont dans un très mauvais état, il y a des exemples de bâtiments qui, par manque d'entretien, abandonnent, étaient dans un très mauvais état et qui, pourtant, ils sont vraiment toujours en potentiel d'être rénovés. Mais, oui. Et juste deux choses qui me semblent importantes aussi de dire et qui m'ont beaucoup frappé dans mes recherches, c'est que les arguments, quand on acte une démolition et on décide qu'on va démolir, ils sont extrêmement faibles. Ces extraits que je vais lire sont issus soit des rapports des séances des conseils municipaux ou d'entretien que des cellules ou surtout des cellules, ça c'est principalement, c'est pas des bailleurs, c'est des cellules, ils sont donnés à la presse, mais les arguments qui figurent dans ces documents et pour argumenter la démolition sont de cet ordre-là. Les immeubles des années 70 construits dans l'urgence étaient de mauvaise qualité, les logements ne sont plus dans un état correct, on ne peut pas conserver des bâtiments datant des années 60 et 70 qui ne correspondent plus aux normes énergétiques. Ces bâtiments n'ont pas de grandes valeurs patrimoniales non plus. Ces tours ont été bâties avec des matériaux qui remontent aux années 60. Ces matériaux ne sont plus d'usage aujourd'hui. On est à ce niveau-là. Et ça, je trouve que c'est important de dire, dans tous ces documents où finalement on décide qu'on va démolir un bâtiment ou un quartier, il n'y a jamais une valorisation positive. Jamais. C'est toujours de la stigmatisation, toujours des éléments négatifs et des éléments justement pour justifier la démolition de ces niveaux-là. On va dire il y a un manque vraiment d'une base technique et bien fondamentée parce que peut-être il y a des quartiers où la démolition, il peut y avoir une vraie raison pour démolir, mais je pense qu'on est vraiment à un niveau très léger pour l'impact extrêmement fort qui sont ces démolitions. Et une autre chose qui est très frappante, là vous voyez 3 images d'une sorte de, comme j'appelle, de démolition décomplexée, une sorte de marketing de la démolition qu'on voit dans les quartiers. Les 2 premières images, la première c'est à Besançon, la deuxième à Toulouse. On trouve de la publicité qui montre la démolition d'une façon positive. Ici on démolit, ici cette école, ici on va dans le cas de Toulouse, on va construire du logement, ici en lieu et place du collège Badiou, la démolition de ces collèges, quand on entend les enseignants et les parents et les élèves, c'était un traumatisme énorme, mais on prend tout ça avec une légèreté qui est assez effrayante. Et la dernière, c'est un courrier que j'ai reçu d'un collègue ces derniers jours. Ça, c'est justement dans 2 semaines, ici à côté, je pense, à Alfortville, de ces 3 tours qui vont être démolis. Et ça, c'est un mail envoyé par une boîte de communication, j'imagine de la part du bailleur et de la mairie, en invitant le public à aller le dimanche 27 octobre à 11h. Il y aura des plateformes mises en place où on peut voir vraiment bien la démolition de ces 3 tours et on peut prendre un cocktail et un petit déjeuner avant la démolition. Alors, c'est vraiment
voilà, une banalisation d'un phénomène extrêmement dur et avec des conséquences extrêmement graves. Et des conséquences que les habitants qui vivent dans des immeubles qui commencent à être justement vidés, d'abord, c'est toujours le même processus, il y a un bâtiment qui est habité, et on commence à pas renouveler les bails, il commence à se vider, des appartements qui sont squattés, l'insécurité qui monte, du coup des arguments qui alimentent encore cette urgence de la démolition, et des habitants, ça c'est à Besançon par exemple, qui continuent à habiter dans ces immeubles des fois pendant des années, et avec on va dire des conditions de vie qui sont extrêmement dures. Ça, c'est des photos de Toulouse, mais c'est des mécanismes qu'on peut trouver ailleurs, avec des logements qui sont pour éviter les squats dont les fenêtres sont cassées. Ça fait que ces logements ils sont pas chauffés, ils impactent aussi les chauffages de tout l'immeuble et des habitants qui restent, des logements qui sont fermés, des travaux de démolition qui commencent avec des habitants qui sont encore là, des portes d'entrée qui sont laissées ouvertes dont l'insécurité augmente, etc., etc. Ça, c'est la réalité de beaucoup de ces quartiers. Et ça, c'est une petite image d'un artiste allemand qui s'appelle Lars Rambert, qui avait fait en 2005 une installation artistique dans un bâtiment que vous voyez à droite, qui était l'ancien palais de la République, un bâtiment de l'époque soviétique à Berlin, qui finalement a été démoli. Mais la question s'est posée à un moment, qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? Est-ce qu'on le démolit ou on ne le démolit pas? Et lui, il avait fait cet écriteau avec les mots Zweifel en allemand, qui ça veut dire doute, et qui, bien sûr, il n'a pas empêché la démolition de l'immeuble, mais il a contribué à mettre cette question dans les débats publics. Et moi, je pense, j'avais fait ces petits photomontages avec un des immeubles de Toulouse de 260 logements menacés de démolition. Je pense qu'il manque absolument un débat public serein et fondé, on va dire, sur cette question de la démolition. Et dans cette partie, il y a beaucoup de photos que je vais passer assez rapidement, mais ça vous permet de donner une ambiance. Pour moi, c'est qu'on entend souvent, et même j'étais il y a 2 semaines dans un colloque dans une école d'architecture en France sur le thème de la transformation, où une des intervenantes a parlé de ces quartiers des années 60 comme des quartiers sans aucun intérêt, de mauvaise qualité. Et moi, je pense que derrière ces sortes d'idées préconçues et partagée, il y a une richesse énorme dans ces quartiers, et c'est ça que j'ai voulu montrer dans cette recherche dont le résultat c'est l'article qui est publié dans la revue d'art, et qui montre justement, qui est basé sur des visites de différents quartiers, des rencontres avec des habitants, pour voir la variété et la richesse de ces patrimoines qui sont aujourd'hui menacés de démolition, et qui vont des cités-jardins des années 30 à du logement des quartiers participatifs des années 80, en passant par des grands CUP des années 60. Et la plupart de ces visites des quartiers, j'ai fait aussi en compagnie des réalisateurs Maxime Faure et Adam Pugliese, qui avaient fait un très beau documentaire qui s'appelle Les Insulaires sur la démolition d'un quartier en Haute-Savoie. Et je passe vite les photos, mais l'idée c'est justement d'avoir un regard valorisant sur ces quartiers, de montrer justement les qualités paysagères, les qualités des logements, les qualités de vie dans des appartements, plutôt que de montrer les aspects négatifs. Et voilà, ça c'est des espaces à la cité-jardin de la Butte Rouge, à Châtenay-Malabry, des espaces publics verts qui vont... Celui-là, il ne va pas être démoli, mais il va être privatisé. Tous les logements que vous voyez au fond, ils vont être démolis, ils sont fermés. Ce quartier, il a 3000 logements sociaux. Et aujourd'hui, il y a 1000 logements qui sont fermés et en attente de démolition.
Et c'est un quartier dont la relation, une cité-jardin qui a commencé dans les années 20 et dont la construction a duré jusqu'aux années 60. Et avec justement des dispositifs d'appropriation par les habitants. Ça, c'est des petits jardins en face de l'immeuble qui sont entretenus par les habitants et les peu d'habitants qui restent et qui vont aussi être démolis. Et ça, c'est des intérieurs d'appartements des habitants dont la démolition n'est pas encore actée, mais qu'ils s'attendent que ça viendra dans les années à venir. Et donc, c'est des lieux de vie, des lieux appréciés par des habitants et qui sont loin justement de cette image stigmatisée. Le cas de Toulouse, avec ces espaces verts collectifs qui vont aussi être déstructurés, des logements avec un lien avec la nature très forte. Ça, on est dans un logement au 5e étage, dans des bâtiments qui vont être démolis, dont il reste 3 ou 4 familles et qu'on avait visité justement avec mes étudiants de l'école d'architecture de Fribourg. Et on a rencontré des habitants qui apprécient la qualité de ce logement et qui veulent pas partir, même si à la fin ils seront. Là, c'est aussi un quartier de Besançon avec des logements, comme disait Francis avant, à gauche, vous voyez un logement qui est encore habité. À droite, c'est un logement dans une partie de l'immeuble qui est déjà vide, mais les appartements sont ouverts et on voit que ce sont des appartements qui, avec peu de rénovation, il faut faire un petit peu de rénovation, mais c'est des logements magnifiques, traversants, avec 2 logias, un balcon, et qui sont 220 logements qui vont bientôt être démolis et qui étaient déjà habités encore l'hiver passé. Ça, c'est encore un quartier à Amiens avec les quartiers de Touvi avec des bâtiments des années 50, des bâtiments plus récents des années 70. Et toujours, on a voulu capter vraiment cette atmosphère de vie, cette atmosphère domestique. Et les quartiers de l'Almagar à Roubaix, qui était à l'époque aussi même il a reçu des prix comme un des quartiers, exemple de quartiers participatifs. Et donc ici, il y a des logements aussi très qualitatifs, dans un très bon état. C'est justement un tout autre type de construction. Et certains, ils sont fermés depuis déjà 10-15 ans. Voilà, des logements. Là, vous voyez les fenêtres derrière les parpaings et des logements qui sont fermés. Du coup, rapidement, pour finir, ce qui me semble important, que je travaille humblement dans le contexte de l'enseignement avec mes étudiants, mais je pense que c'est la question de révéler les différentes valeurs de ces quartiers. Et il y a la question de comme je disais avant, cette question de la valeur, elle est complètement absente des décisions de démolition. Et ces quartiers, la plupart, ils ont une valeur culturelle et historique. Je ne dis pas certains pas encore patrimonial dans le sens où on comprend aujourd'hui le patrimoine, mais là, c'est des travaux de mes étudiants, par exemple, par rapport au Mirail. Ils avaient fait toute une étude historique de pourquoi ce quartier avait été, on va dire, un quartier pionnier à l'époque et la valeur de ce quartier aussi dans l'histoire de l'architecture. La question de la valeur paysagère, ça c'est aussi sur le Mirail. C'est un quartier qui est loin d'avoir fait une tabula rasa. Il s'est appuyé sur des éléments du paysage d'origine qui est intégré dans les quartiers. Et ce sont des éléments qui ne sont pas reconnus aujourd'hui, mais qui sont bien là. La valeur architecturale des logements aussi, reconnaître les différentes typologies, les qualités à partir desquelles on pourrait vraiment travailler pour les améliorer et les transformer, comme Francis a montré. Fondamental, la valeur de l'expérience des habitants. Là, on a fait plusieurs séjours sur place, on a interviewé, on a recueilli les témoignages des habitants, soit par un travail photographique, un travail d'entretien ou aussi vidéo, pour justement montrer à la fois les ravis aussi critiques, bien sûr, sur des questions à améliorer dans les quartiers, mais surtout des éléments qu'il faut absolument mettre en valeur et qui sont très positifs et dont personne
personne leur a demandé leur avis avant d'entamer un processus de démolition. Et dernier, mais très important, c'est identifier la valeur environnementale. On avait commencé, mais ça c'était juste en début dans un cadre scolaire, avec un des bâtiments de Mirail, de vraiment mesurer l'énergie grise de ces structures et dire d'accord, en conservant cette structure, on va maintenir une quantité, on ne va pas émettre une quantité d'émissions qui Et voilà. Et face à ces constats de ces patrimoines avec un potentiel vraiment une qualité, un potentiel de transformation, ce qui est étonnant, c'est que des exemples et des très bons exemples de transformation des logements collectifs en bon état et en état pas très bon aussi, il y a des logements qui avaient été un petit peu délaissés. Il y a en Europe, là c'est quelques images des projets en France, aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse, il y a des dizaines ou même des centaines de très bons exemples qui montrent que la rénovation est tout à fait possible, tant au niveau, on va dire, de la façade, des espaces extérieurs, mais aussi des logements, et que toutes ces transformations, ils peuvent contribuer à remettre en état la valeur existante et à créer aussi de nouvelles conditions par des ajouts de balcons ou autres qui améliorent la condition de ces bâtiments. Et peut-être pour finir, j'aimerais brièvement vous parler d'un cas en Suisse, parce que en Suisse il y a peu de grands ensembles, ça peut être les plus grands ensembles de Suisse qui se situent à Genève, ça s'appelle le Lignon. C'est un ensemble des années construit entre 1963 et 1971, de presque 3000 logements, 2700 et quelques, avec un peu plus de la moitié des logements abordables et aussi des logements privés, et avec beaucoup de propriétaires différents, soit des propriétaires privés ou des caisses de pension ou autres acteurs de l'immobilier en Suisse. Et ce qui est important de ces quartiers, à gauche vous voyez une carte postale de l'époque, comme il y a presque de tous les quartiers en France, c'était justement des quartiers qui étaient considérés comme des quartiers innovants, des quartiers modernes. Et à droite vous voyez une image d'aujourd'hui. En fait, ces quartiers, il n'a pas tellement perdu de la valeur entre l'origine et l'état actuel. Et ça, c'est dû, à mon avis, surtout à deux choses qui me semblent importantes de partager, à deux types de stratégies. Et à gauche, ce que je parle, une stratégie de la maintenance, de l'entretien, et à droite, une bonne stratégie de rénovation. La stratégie d'entretien, c'est qu'à l'année suivante, juste à la fin du chantier, l'année suivante, je pense que c'était, selon j'ai lu à l'initiative des architectes, il s'est créé quelque chose qui s'appelle le comité central de Lignon, qui est une structure qui comprend tous les propriétaires, qui sont assez nombreux de Lignon, et qui est celle qui s'occupe de faire des réparations depuis les premiers jours du quartier. Et Inge parlait de la site du quartier de Allen, qui est un quartier de petites maisons, où cette question s'est posée aussi plus récemment. Mais là, c'est vraiment une structure qui a permis, dans un quartier on va dire grand et avec beaucoup de propriétaires, dès qu'il y avait des dégâts qui commençaient à se sentir, on les réparait tout de suite, ce qui a permis que ce quartier n'a jamais perdu de sa valeur. Mais quand même, vous voyez, c'était une façade assez, un mur rideau très fin, on va dire la question de la rénovation énergétique s'est posée, et du coup, là aussi, il y a eu tout un processus qui était mandaté par le canton de Genève, avec une équipe, un laboratoire d'architectes de l'École polytechnique de Lausanne, dirigé par le professeur Frank Graf, qui ont fait toute une étude de différents scénarios de rénovation énergétique pour que cette rénovation elle conserve les valeurs patrimoniales du bâtiment
et aussi elle ne soit pas extrêmement coûteuse pour pouvoir justement pas augmenter les loyers, conserver la population sur place. Que c'était un peu une sorte d'équilibre entre des aspects énergétiques, patrimoniaux et financiers. Il y a plusieurs variantes qui se sont faites et finalement il y a une qui était retenue. Voilà, là, il y a un peu les différentes étapes entre qu'on commence à réfléchir à cette question et le début des travaux de rénovation commence. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a cette étude architecturale et de stratégie d'intervention qui est décidée. Et maintenant, chaque propriétaire qui veut faire une rénovation et doit la faire par rapport à cette étude qui a été validée par l'État. Et ce qui est très important, c'est qu'on peut le faire dans les temps, on va dire, c'est une question de phasage. Pas tous les propriétaires peut-être ont les moyens de le faire tout de suite, mais il y a une sorte de conditions cadres de comment rénover cet ensemble et avoir une logique d'ensemble qui peut être développée dans les années à venir. Ça, c'est des parties du bâtiment qui ont été déjà rénovées avec de l'ajout de l'isolation thermique vers l'intérieur du bâtiment. Donc voilà, et je ne rentre pas dans les détails, mais ça permet qu'un ensemble qui était déjà assez bien entretenu, et grâce à cette dernière rénovation très bien menée, a permis vraiment de garder sa valeur d'origine et son usage d'origine, tant dans les logements que dans les espaces collectifs. Et d'autres projets que vous connaissez bien, et j'ai fini avec ça, ils vont pas tellement dans l'entretien et la rénovation, plutôt dans la transformation. C'est le cas de la tour Bois-les-Plâtres qui avait été rénovée par l'Acatombe Basale et qui avait justement suivi une rénovation énergétique peu qualitative dans les années 90. Et ça, justement, c'est une rénovation qui a permis un maintien de l'usage des logements avec l'augmentation justement de ces balcons qui permet d'améliorer les qualités des logements. Mais cet exemple de cette tour est intéressant parce qu'une deuxième tour, la même exactement, du même architecte Ramon Lopez, fait maintenant l'objet d'une transformation par une autre agence, la AUC et Faga Fontana. Et là, il s'agit de faire une résidence d'étudiants, donc il ne maintient pas son usage original des logements. Et là, c'est des logements étudiants avec justement tout un programme d'espaces publics, d'équipements publics, ce qui montre vraiment la capacité de ces structures pour être rénovées, transformées, réinterprétées et créer vraiment de nouveaux lieux de vie à partir de ces structures existantes. En conclusion, moi, je trouve que dans ces processus de démolition, c'est extrêmement important au niveau, pas que les architectes, bien évidemment, au niveau de la société, des politiques, développer une approche critique des processus de démolition et analyser vraiment l'impact de ces processus au niveau architectural, environnemental et social d'une façon vraiment sérieuse. Et j'ai milite pour réaliser, pour que chaque projet de ce type devrait faire l'objet d'un diagnostic de valorisation qui essaye de mettre en évidence les valeurs existantes, les valeurs architecturales, les valeurs d'usage, etc., sur lesquelles on peut vraiment baser un projet de transformation et contribuer aussi par des biais, il y a des réalisateurs, des écrivains, des photographes qui font ça aussi, construire des récits alternatifs à la démolition et qui permet de dépasser ces images stigmatisantes et placer les habitants et l'accès au logement abordable et à la qualité architecturale au centre du débat public. Comme j'ai fini avec cette phrase de François Chassel qui a fait un essai et un texte qu'on peut trouver sur Internet déjà en 2011 qui s'appelait « Plaidoyer pour les grands ensembles », qui est un texte d'une actualité flagrante et qui finit un de ses articles avec cette phrase « Ce patrimoine est une chance, il faut la saisir ». Merci. Merci beaucoup Isabelle. On remonte un peu le moral là, ça nous donne un petit peu plus d'espoir peut-être que tout n'est pas complètement bloqué et qu'il y a peut-être un moyen de penser effectivement les choses différemment.
Maintenant, je voudrais peut-être que vous vous exprimiez, que peut-être que vous donniez vos impressions de ce que vous avez entendu, peut-être leur poser des questions, profiter qu'ils sont là pour essayer de peut-être comprendre, explorer des éléments qui vous ont interloqué ou interrogé. La parole est à vous. Qui voudrait parler? Qui voudrait réagir même à ce que vous avez vu, entendu? Alors, voilà, je vais aller porter le micro. Moi, je vais faire la dame de la salle. Alors, je ne sais pas où c'est. C'est qui? C'est là? Bon, on commence par là? Oui, bonsoir. Bon, je me présente, Jacques Rivoire, j'habite au 4 Place Voltaire, c'est à côté. Voilà, je suis content de cette réunion. C'est très bien expliqué, il n'y a pas de souci. Je vous mets la note sur 10, comme d'habitude. Voilà. Bon, je suis un peu déçu parce qu'on est à peu près une cinquantaine de personnes. On aurait pu être plus nombreux, mais bon, on fait avec. Il faut peut-être prévoir une deuxième réunion, une deuxième séance plus tard dans Ivry, parce que bon, il y avait un article, mais c'est vrai qu'à Ivry-ma-Ville, il y en a qui le reçoivent, il y en a qui le reçoivent pas. Bon, voilà. Bon, sur la place Voltaire, ça fait 37 ans que ça a été construit, les 4 bâtiments. Moi, j'y habite depuis, ça fait 27 ans. Bien. Il y a 2-3 ans, alors c'est une remarque que je fais, gentille, je n'attaque pas qui que ce soit. Bon, le maire Philippe Bissou est venu sur la place Voltaire, il a fait une intervention avec les mardis du maire, etc. Et bien sûr, j'ai posé une question. Bon, j'ai l'habitude de poser quelques questions. Ça a été construit il y a 37 ans sur la place Voltaire. Et je dirais qu'il y a... Bon, c'est pas de sa faute, bien sûr, mais avec le temps, il y a des bâtiments, il y a des morceaux de béton qui tombent. Pas tout le temps, heureusement, parce que, bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de mort, pas de blessés, ok. Mais il y a quelques morceaux de béton qui sont tombés. Alors, je vais poser la question à Philippe, parce qu'on se connaît. Je lui ai dit à Philippe, les morceaux de béton qui tombent, il va falloir un jour y penser, parce que plus on attend, ça va peut-être coûter beaucoup plus cher. Alors, je sais qu'il y a un manque de moyens financiers, je comprends aussi sa position, il peut pas tout faire et ne rien faire. Bon, j'ai fait la remarque, voilà. Bon, ça c'est une chose. Alors je vais pas tout dire, je vais essayer de faire court. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dans les 4 bâtiments de Voltaire, on a 180 logements. Et on m'a dit, je dirais pas qui, il y a eu 55 logements. Il y a eu des infiltrations d'eau dues à des terrasses. Alors quand il pleut beaucoup, effectivement, moi ça a été le cas chez moi, mais c'est pas que mon cas, on s'en fout. L'eau est rentrée dans ma salle de séjour. Bon, j'ai fait les démarches administratives, aller à mon assurance, bon, on connaissait le sujet. Bon, ça a été fait, mais il y a encore des terrasses qui sont en attente. Bon, c'est vrai que c'est un problème, bon, c'est la faute à personne, c'est le temps. Bon. Alors, vite fait... Oui, est-ce que vous pouvez poser votre question? Pardon? Est-ce que vous pouvez poser votre question? Ah ouais, la question, ouais. Ouais, c'est simplement quand on fait la remarque gentille, je dis pas qu'on peut faire les travaux nécessaires du jour au lendemain, mais on n'a pas vraiment de retour, quoi. C'est ça le problème. Voilà. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, à Voltaire, les bâtiments je sais que c'est pas évident, je sais, voilà. Bon, je m'arrête là. Moi, j'habite Châtenay-Malabry, je connais bien la Butte Rouge, et on rencontre des architectes, et en particulier Francis et Isabelle, et beaucoup d'architectes qui semblent de plus en plus convaincus que la rénovation est plus intéressante que la démolition-reconstruction. Mais le problème, c'est qu'on a des pouvoirs publics locaux qu'on n'arrive pas à convaincre. Et à Châtenay, sur la résidence de la Butte Rouge, sur la cité de la Butte Rouge, le bulldozer de la mairie avance inexorablement. Alors on essaye de résister par tous les moyens, recours en tribune devant différentes instances juridiques. Là, on en est à un recours en Conseil d'État. Mais
eux, ils ont le temps devant eux et ils n'arrêteront pas. Et on ne sait pas comment réussir à les convaincre d'arguments qui paraissent complètement rationnels, effectivement. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là, et un travail important du côté des architectes, parce qu'il faut qu'il y ait effectivement des arguments techniques très importants qui soient visualisés. Peut-être que le tableau de Francis, avec les différents coûts, devrait être peut-être diffusé à grande échelle. C'est un argument déjà, mais il en faut sans doute d'autres. Et puis, comment résister à ces bulldozers qui sont là pour démolir et qui n'ont pas l'intention de changer de stratégie. Oui. On peut répondre ou... ouais. Moi, je vois que de moyens effectivement montrer en quoi ça pourrait être autre chose qu'une démolition, en quoi tous ces patrimoines, notamment la Butte Rouge, qui est un patrimoine absolument magnifique issu de l'histoire de l'architecture, où beaucoup de gens aimeraient habiter parce que c'est une cité-jardin, hein. Ça fait partie des patrimoines qui ont initié un peu, je pense que même les constructions dans lesquelles nous sommes là alentour, elles sont inspirées du travail de la Butte Rouge. Et donc je vois que deux manières, c'est valoriser, montrer comment ça peut être véritablement valorisé, hein. Même ce patrimoine des années 30 qui est un peu exigu, souvent qui présente des logements un peu rikiki, peut faire l'objet, comme on fait pour le DHBM, par exemple, de remembrement pour agrandir les logements en les accouplant et ainsi de suite. Et il y a des vraies possibilités de travailler autrement. Dans toutes les hypothèses, on l'a vu avec la carte, c'est dangereux pour nous, au sens large, de continuer à démolir. C'est pour ça que je ne veux même plus parler de cette question de démolition. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est vraiment toxique, très, 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 très toxique. Et l'autre point, c'est des mobilisations humaines, une vraie lutte, c'est d'être présent sur le territoire, d'avoir la capacité. C'est pour ça que Stop Démolition, je l'espère, va pouvoir mobiliser un peu plus pour que les gens soient présents dans l'espace pour pouvoir défendre leurs biens d'une certaine manière. Bonsoir. Non, moi j'avais juste une petite remarque à faire concernant la démolition, mais aussi la réhabilitation. Je pense que les pouvoirs publics aussi font pas tellement d'efforts pour entretenir un patrimoine quand il est même classé parfois. Et puis il ne peut que se dégrader de plus en plus et peut-être être voué à la démolition. Moi, personnellement, je travaille chez un bailleur social où je vois des opérations de réhabilitation avec du réemploi de tomettes, des matières, enfin des matériaux qui ont été récupérés lors de démolition. Je trouve ça fabuleux. Des bureaux qu'on transforme en logements, c'est juste incroyable. Ce qui m'étonne un peu, c'est que dans certaines communes ou sur certains territoires, cet effort, il n'est pas fait du tout. Et il est très criant sur le nôtre, il faut le dire, franchement, à Ivry. Donc je ne sais pas s'il y a des gens de la municipalité qui sont présents, mais c'est bien dommage, en fait. Voilà. Donc stop à la démolition, mais entre la réhabilitation et la démolition, qui est forcément la sortie qui nous attend, parce que tellement ça se dégrade. On invoque toujours le coût financier, mais il est possible aujourd'hui de retrouver d'autres stratégies et de réfléchir autrement, hein, le réemploi d'autres matières, s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Nous, quand on a des concours d'architectes, les lauréats, ils nous présentent toujours ce qui se passe à Berlin, ce qui se passe à l'étranger. Ils font des choses incroyables et ils sont retenus parce que justement, ils s'inspirent de ce qui se fait à l'extérieur à moindre coût. Voilà. Donc ils gardent la structure, le gros œuvre, ils n'y touchent pas et ils trouvent des solutions pour améliorer. Donc c'est bien possible de faire ça dans une petite ville comme à Ivry ou même sur d'autres territoires qui ne sont pas si loin du Val-de-Marne. Voilà. En fait, merci. Si on élargit la question, c'est vrai que c'est très difficile de comprendre, et est-ce qu'il y a des raisons à ça, sur le fait que de nombreux bailleurs sociaux, pas tous, mais n'entretiennent pas dès le départ leurs bâtiments, et on arrive ensuite à des phases de réhabilitation qui sont très lourdes, voire de démolition, mais de réhabilitation, qui mettent en plus en péril le logement social,
puisqu'il est parfois question de vendre des appartements, donc de les céder au privé, alors que ce sont des logements sociaux. Comment on explique ça ? Par exemple, avant, les bailleurs sociaux, ils étaient locaux. Et là, les dernières politiques ont fait en sorte qu'il y ait plus de logements par bailleurs sociaux, ce qui ne permet pas d'avoir non plus une action plutôt attentive et proche de chaque bien immobilier. Et donc, ce simple fait-là fait qu'il y a une organisation qui est plus bureaucratique et qui fait que l'attention aux petites choses disparaît et l'attention à la proximité des gens disparaît. Donc ça, c'est presque structurel, c'est arrivé lors de ces 2 derniers mandats. Voilà. Et après, je pense qu'il faudrait effectivement inventer quelque chose pour que ce que Inkenballer dit, c'est-à-dire que le coût soit que de 60 à 80% d'entretenir en permanence un bien de manière à le maintenir dans un état digne, et même plus que digne, c'est-à-dire très satisfaisant pour tout le monde, c'est le rôle des bailleurs. Moi, ça me faisait penser à une chose, c'est que il y a une chose aussi qui, moi, me scandalise, c'est que tous ces logements ont été construits à partir de l'argent socialisé du 1% patronal. Et donc c'est de l'argent collectivisé, c'est de l'argent qui est en commun. Aujourd'hui, on détruit le travail qui a permis ce 1%. On le détruit en détruisant ces biens-là, et on le détruit avec ce même argent. C'est-à-dire que là, il y a un phénomène très 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 étrange, c'est que le 1% qui a permis que tout un chacun puisse être logé dans les années 60-70, c'est l'argent qu'on détruit aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le travail des gens qu'on est en train de détruire il y a des années 60 à 70, et on se retrouve aujourd'hui avec ce même argent à aider, à donner des aides pour démolir. Oui, bonsoir. Écoutez, d'abord, je vous remercie vraiment parce que c'était vraiment très intéressant et on voit bien que vous êtes investi et j'ai appris plein de choses. Alors moi, je suis architecte de formation. Je travaille au service d'urbanisme de la ville et notamment l'urbanisme réglementaire, là où on reçoit les permis de construire et les déclarations préalables de travaux pour les instruire. Je suis vraiment choquée, effectivement, de certaines prises de décision ici au niveau de la ville. Notamment suite par exemple à la destruction de Gagarine. Ça m'a bouleversée en fait en tant qu'architecte. J'étais vraiment choquée. Même si je sais qu'il y a une pression foncière qui est énorme, que soi-disant certaines choses, que c'était plus vivable entre parenthèses, mais comme vous le disiez à juste titre, on peut toujours trouver des solutions quand on veut. Et le projet qui a été mis en place à Gagarine, moi je ne l'aime pas du tout et j'ai critiqué, et notamment même à Ivry-Port, avec tous les ensembles qui sont en train d'être construits, il y a des choses vraiment horribles qui sont sorties de terre et je trouve ça honteux pour cette municipalité. Non mais franchement, et surtout au niveau de logements, alors qu'ils sont en partie privatifs et en partie sociaux, j'ai été estomaqué de voir la qualité médiocre des projets qui sont sortis de terre, alors que d'autres projets sur Ivry avaient été faits, qui sont récents, qui étaient très intéressants. Et je pense qu'effectivement, avant toute chose, si on n'a pas au niveau du pouvoir exécutif des gens qui sont investis, qui connaissent l'histoire de l'architecture, qui sont sensibles aussi au social, mais pas dans le sens communiste où on martèle les gens, non, simplement effectivement dans la vie quotidienne des gens, simplement aider, faire en sorte qu'il y ait une continuité, que les gens puissent rester là où ils vivent, qu'il y ait des améliorations d'apporter. Si à ce niveau-là, il n'y a pas une politique, une volonté réelle des choses, je pense qu'on va encore continuer longtemps à se battre. Et franchement, il y a des moments où on a envie de baisser les bras parce que quand on voit les répercussions que ça peut avoir, je ne sais pas comment on va pouvoir faire pour se battre. Et moi, j'habite à Auch. Alors, je suis architecte, j'habite à la cité Auch, dans un immeuble, dans une des bars.
Et là aussi, je me pose vraiment beaucoup de questions sur le devenir de ce quartier qui pourrait être vraiment bien meilleur. Et vous disiez, enfin vous montriez, Francis, au début, le projet que vous vouliez de réhabilitation de logements, et que finalement, effectivement, on met la pression pour laisser les bâtiments se dégrader, pour les détruire, parce que c'est quand même la bonne excuse, malgré tout. Donc, franchement, c'est grave, parce qu'effectivement, on ne retrouvera plus dans le logement social la qualité architecturale de certains projets. Et je pense que vraiment, c'est inadmissible au niveau de la France, avec la tendance et surtout toute la culture architecturale qu'on a, de laisser les choses comme ça. Mais bon, pour moi, le problème, c'est la politique. Point barre. Merci dans tous les cas. Je suis vraiment très contente d'être venue ce soir. Merci beaucoup. Effectivement, hein, je pense que ce qui émerge là, c'est que finalement, les problèmes ne sont pas des problèmes techniques, les problèmes ne sont pas des problèmes strictement financiers, les problèmes sont des problèmes politiques. Et ce qui est troublant, et ce qu'on a remarqué, nous, dans notre travail dans le groupe Stop Démolition, c'est que cette politique de destruction et finalement très consumériste dans la manière de considérer l'habitat, elle est adoptée aussi bien par des pouvoirs de droite que de gauche. Et là, on en perd son latin, parce qu'on se dit, bon, que des pouvoirs exécutifs, disons, à tendance capitalistique, qui veulent faire marcher, qui sont convaincus que c'est l'économie de marché qui va sauver le monde, etc., rentrent dans cette logique, on conçoit, mais que beaucoup de mairies de gauche adoptent la même chose, comme si finalement ils cédaient au chantage de cette agence qui ne distribue ses subsides que s'il y a de la démolition en préalable. Là, il y a quand même un acte politique à trouver, une position, un positionnement pour dire non, cet argent, il est effectivement à nous, il a été abondé par le 1% patronal, etc., mais nous, on va le vouloir pour l'entretien, pour les réhabilitations. On va le vouloir pour maintenir la capacité de logement, la capacité d'habitat qu'on a déjà investi, mais pas pour faire marcher la machine à béton. Okay, et je pense que c'est là qu'il faut essayer probablement de mettre le pied dans la porte et d'organiser ce qu'on est en train d'organiser, de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe, de cette logique délétère. Et finalement, plus nous serons nombreux à prendre conscience, parce qu'il y a énormément de gens, y compris d'élus, qui ne comprennent même pas la spirale dans laquelle ils sont. Et donc, ils pensent bien faire. Ils croient les avis techniques qu'on leur donne. C'est complètement pourri, c'est fendu, il faut couper, il faut casser, etc. Et ils n'ont pas les bons interlocuteurs pour les rassurer, leur dire, mais non, à moindre coût, on peut absolument faire autre chose. Mais à condition que l'agence de l'ANRU accepte de donner de l'argent sans le préalable de la démolition. Alors, je vois qu'il y a plusieurs prises de parole qui sont demandées. Je vais donner à Simon Boudvin, là. Alors, Il y a Fabienne. Alors, dans l'ordre, vous, peut-être. Merci pour votre intervention qui est assez porteuse d'espoir. Une petite réaction sur ce que vous venez de dire. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est aussi l'influence capitaliste de l'ensemble de la politique, c'est-à-dire les entreprises privées, notamment les promoteurs, enfin, le monde de la promotion immobilière et la financiarisation de la construction qui nous en a fait arriver là. Et enfin, en tout cas, personnellement, je vise plus ces gens-là encore. Enfin, il faut agir à toutes les échelles, mais cette strate de la promotion immobilière est vraiment de plus en plus absurde. Moi, j'avais une question suite à une étude de l'USH que j'ai suivie un peu de loin, qui avait vocation à déterminer s'il était mieux de démolir, reconstruire ou rénover dans le social, et qui mettait en balance la question de la mobilité, de la décarbonation de la mobilité dans l'équation de la démolition, reconstruction ou rénovation, et qui avait en partie répondu sur le fait que les logements sociaux anciens n'avaient pas forcément été placés dans des maillages de transport en commun actuels, et donc
maintenait une dépendance à la voiture importante. J'avoue qu'à l'époque, c'était pas moi qui faisais l'étude, donc j'avais pas plus fouillé que ça, mais j'avais été un peu choquée par cette réponse, et donc je voulais avoir un peu votre avis sur ce sujet-là. Et une petite question complémentaire, enfin question-remarque, il n'y a pas très longtemps en commission, j'ai pu avoir quelqu'un qui nous a dit que la démolition était justifiée par le fait que les logements n'étaient plus aux normes d'habitabilité actuelles. C'était vraiment sur un argument qui m'a semblé assez absurde, ce fait qu'un mur porteur se trouvait entre le salon et la chambre et donc ne permettait pas d'agrandir le salon. Et donc voilà, je voulais un peu avoir un argumentaire de votre part qui permette de contrer ces choses-là. Oui. Alors, merci pour vos questions. Peut-être par rapport à la mobilité, je vais mettre juste la petite image avec les différents quartiers. C'est une question importante et qu'on peut voir de différentes manières. Je pense qu'on ne peut pas parler pour tous les, on va dire, pour les 600 quartiers de la rue. Ça, c'est un travail, c'est plus qu'une thèse de doctorat. Mais en tout cas, par exemple, ces 100 quartiers analysés, justement, à l'époque, quand ils ont été construits, c'était des quartiers, justement, qui étaient éloignés du centre-ville, qui étaient connectés aussi, ça correspondait justement à l'essor de la voiture dans les années 60-70, et du coup, dont l'accès se faisait principalement par la voiture. Et sauf dans les dernières. Mais aujourd'hui, tous ces quartiers, ils sont pas bien, ils sont extrêmement bien connectés avec des moyens de transport public. La Butte Rouge, et Monique, ils sont plus voilà, mais il est connecté avec un tram, non, avec plusieurs stations qui s'arrêtent devant les quartiers. Toulouse-Les Mirailles, il y a 3 stations de métro qui amènent en 8 minutes au centre-ville, au Capitole, à la place du Capitole. Les quartiers de Poix aussi, un nouveau tram, etc. Et les quartiers c'est drôle parce que le tout dernier quartier, celui de l'Almagar, il était... Il est où le plan ? Il était, voilà, c'est un quartier justement, la gare des métros et la gare des trains de Roubaix, elle est à même pas 5 minutes, à 3 minutes à pied du quartier. C'est justement un quartier qui a été construit on va dire, en contre-répond, en alternative à ces quartiers isolés. Du coup, c'est un quartier de logement social, en centre-ville, on peut venir à pied. Et du coup, peut-être c'est encore le cas de certains quartiers, mais je pense justement l'amélioration de la mobilité a fait que du point de vue des promoteurs et de ces fonciers, il s'est vraiment aussi valorisé. Voilà, parce que maintenant, c'est des quartiers qui sont plutôt bien connectés, et ça, c'est aussi un facteur qui est dans la balance, justement, de changer le statut de ces quartiers d'un quartier de logements sociaux à un autre type de quartier. Et pour répondre à la deuxième question sur les logements qui ne sont pas aux normes, mais ça concerne les logements sociaux, ça concerne les logements du 18e, du 19e siècle, du logement privé du 20e, on va dire, tous les logements ont un cycle de vie, et on va dire, si la structure porteuse, elle est, on va dire, ça, on fait faire des études techniques, elle est en bon état et peut encore partir pour un nouveau cycle de vie de 5 ans ou de 100 ans. Après, on va dire, il y a un schéma d'un auteur, Stuart Mill, des années 90, des couches de bâtiments. Non? Du coup, après, voilà, il a les structures, mais après, il y a l'enveloppe, il y a les finitions intérieures, il y a les installations techniques. Et ça veut dire que ce sont des éléments qui, dans des cycles de 10, 20, 30 ans, selon les éléments, il faut les remplacer. Et encore une fois, on ne peut pas parler pour tous les logements sociaux en France. Peut-être il y a des cas où les structures sont en très mauvais état, où vraiment la rénovation est trop coûteuse, mais il y a des centaines d'exemples qui montrent que ces bâtiments ils peuvent être rénovés.
et ils peuvent être rénovés d'un point de vue énergétique, d'un point de vue acoustique. Et ce qui manque plutôt, c'est des études pour démontrer que ces bâtiments qu'on veut démolir, vraiment, ils ne peuvent pas avoir ces améliorations parce qu'a priori, il y a, on va dire, vu que c'est quelque chose qui a déjà été fait à plusieurs reprises, il n'y a pas de raison voilà, que ces structures ne peuvent pas avoir des changements d'isolation, de revêtements, d'installations techniques, etc. Ouais. Alors, je vais passer la parole, si tu veux bien, Francis, à 2 autres intervenants. Et tu pourras ensuite, parce que je vois que tu piaffes d'impatience, et tu pourras apporter ton mot de conclusion, récapitulatif peut-être des 2 dernières interventions. Alors, ici... Bonsoir, j'ai pas de questions, mais des remerciements, puis peut-être une remarque pour apporter un peu de nuance. D'abord les remerciements, parce que le travail que vous faites, Isabelle, avec vos étudiants est, je crois, la clé, c'est-à-dire toujours interroger les valeurs de ces bâtiments, re-questionner les nouvelles générations sur leur attachement à ce qu'on laisse, et vous avez des critères de qualité qui sont des points qu'on peut opposé à d'autres points. Ensuite, sur la nuance, je vais le dire tout de go pour choquer un peu, je suis ravi qu'a été démoli l'ancien Ivry pour construire le centre Jeanne Hachette, par exemple. Je suis ravi que les Halles aient été démolies et que 750 000 franciliens venant de la banlieue puissent avoir accès au centre de Paris. Ça m'aurait vraiment emmerdé qu'on garde un Paris pittoresque avec une halle Baltard à cet endroit-là et qu'il y ait des semi-remorques sur les voies sur berge pour alimenter un ventre de Paris qui se trouve maintenant à Rungis. Donc, je voulais apporter un peu de nuance sur la démolition en général. Et aussi, encore une nuance, il y a beaucoup plus de permis de construire déposés en France en réhabilitation que dans la construction du neuf. Donc la réhabilitation est majoritaire en nombre de permis de construire. Après, évidemment, moi aussi, je suis triste. Clichy-sous-Bois, le Montmirail, la Butte Rouge. Mais c'est parce qu'on est attaché à ce patrimoine-là. Je pense qu'on est encore minoritaire, malheureusement. Et d'où le problème politique et démocratique aussi, et toute l'importance du travail que vous faites avec vos étudiants et de ce type de discussion. Parce que j'entends... Moi, je travaille depuis quelques années j'observe Ivry et les Ivriennes et les Ivriens, et je vois cet attachement, et c'est comme les gens sont écœurés de voir ce patrimoine se dégrader, comme si ça préfigurait une ruine, une démolition à venir, avec le Gagarine qui a fait un premier pas dans ce sens-là, et peut-être... mais en fait, ces réunions et ces questionnements sur les valeurs et d'expression de cet attachement est vraiment très fort, je pense, et va s'amplifier. En France, malheureusement, on a quand même une culture du projet plutôt que de la gestion et de l'entretien. Même quand on gère un feu de forêt au Portugal, on met toute la population à contribution à observer la forêt sur des différents points de vue, et 90% des feux de forêt sont gérés avant que ça couvre 10 mètres carrés. En France, on attend qu'il y ait des dizaines d'hectares de brûlés, et on envoie les Canadaires, on dépense 10 millions, et les soldats du feu dans des gestes héroïques, visibles, sur lesquels... Voilà. C'est malheureusement de cette logique-là, je pense qu'il faut qu'on sorte, et à toutes les échelles politiques. Merci. Et je vais aller donner la parole par là-bas. Attendez, il y a quelqu'un là. Elle avait demandé la parole d'abord. Je te la donne après. Puis après, il faudra finir, hein, parce que là... Merci beaucoup. Donc moi, je suis Fabienne Houdard. Je suis une élue de la ville d'Ivry. Je suis élue du centre-ville et néanmoins élue aux politiques éducatives. Donc j'ai plusieurs choses. Il y a quelques années, par rapport à Gagarine, par rapport à la cité Gagarine, il y avait eu un premier projet qui avait été porté par la ville assez fortement, qui avait été défendu,
et qui avait été rejeté, où il n'y avait pas la démolition, il y avait des parties qui étaient défaites et d'autres qui étaient transformées. Ça a été refusé, ça a été une longue bataille que la ville, que les élus de l'époque ont perdue. C'est bien dommage, parce qu'en effet, Gagarine ne serait pas par terre. Après, l'ANRU, moi je pense que là, dans un avenir, si un jour vous faites une autre conférence, vraiment bien réexpliquer ce que représente l'ANRU, parce qu'il y a un vrai enjeu politique. Francis, tu l'as dit tout à l'heure, et je pense qu'il faut vraiment creuser sur ce que c'est que l'ANRU et ce que c'est que ce piège qui prend en otage des villes pour pas de déconstruction, pas d'argent, pas d'infrastructure, pas ci, pas ça. La ville d'Ivry n'a pas été exempte de ce chantage par rapport à la cité, à la grosse cité qui est en train de pousser à la place de la cité Gagarine et au-delà. Donc, en effet, je pense qu'il faut qu'on réinterroge comment on travaille avec toutes les institutions, que ce soit du local au national et pourquoi pas au niveau européen aussi, comment ça peut se passer. Donc, je pense qu'il y a vraiment toute une échelle à revoir. Je voudrais revenir sur Ivry-Port. Ivry-Port, c'est... En effet, on peut penser que c'est quelque chose où il y a des bâtiments qui sont très moches, qui sont honteux peut-être. Néanmoins, Ivry-Port, c'était un bassin complètement industriel, des usines, du sol pollué. Donc, en effet, il y a des choses qui sont vraiment pas terribles. Moi, quand je me balade en vélo, je dis oh là là, putain, c'est vraiment moche ça. Puis il y a d'autres choses qui sortent de terre, où il y a eu une écoute par rapport aux habitants, qui, à mon avis, où dans quelques années, les habitants auront cette même passion que moi j'ai, puisque j'habite Place Voltaire, pour défendre ce patrimoine exceptionnel. Il y a des bâtiments qui sortent de terre maintenant sur Ivry-Port qui vont provoquer ce même lien très fort. Néanmoins, Ivry-Port était rien. C'était des usines polluées et polluantes. Je veux pas revenir sur l'idée que toutes les villes du pourtour de la capitale ont été des territoires servants, où on a bien mis des petites usines pour continuer à faire grandir la richesse de la capitale et du pays. Et nous, maintenant, voilà, les habitants d'Ivry et les habitantes vivent avec ça et avec cette histoire aussi. Sur Gagarine-Trujillo et sur la réhabilitation, tout ce qui a été démoli malheureusement, moi j'ai pleuré au film que je vous invite à voir sur Gagarine, hein, c'est vraiment magnifique. Ils vont pas me piquer mes boîtes aux lettres et le monsieur il part avec ses boîtes aux lettres, c'est juste un moment magnifique, c'est exactement dire voilà qu'est-ce que c'était Gagarine, c'était aussi ma boîte aux lettres, et ça ils l'auront pas. Les matériaux ont été stockés pour être réutilisés, donc on réutilise les matériaux qui ont les fenêtres, les bétons, les portes, tout ça est réutilisé, les rampes. Donc il y a eu aussi un gros travail de réemploi. On peut se dire que ça aurait été mieux de ne pas casser, mais néanmoins, à Gagarine, il y a du réemploi aussi. Et la dernière chose, non, c'était par rapport à l'ANRU, parce que moi, il y a plein de choses sur l'ANRU que je trouve qu'il faut vraiment qu'on travaille encore mieux pour qu'on puisse appréhender tous ensemble, enfin les citoyens et les citoyennes, qu'est-ce que c'est que cette chose qui nous met pieds et mains liés vis-à-vis des promoteurs. Et après, il n'y a pas longtemps, j'allais beaucoup à Clamart, où je montais cette avenue où il y a le tramway, et je voyais ces monstrueuses habitations qui ont été construites faussement, chic et tout ça, et je me disais, eh ben en fait, je préfère habiter à Ivry, quoi, avec parfois des bars, mais je sais pas, je vous invite à prendre Clamart, là, c'est du brode, je sais pas comment ça s'appelle, là, c'est juste à vomir. Bonsoir, moi j'ai habité les Longs-Sillons pendant 30 ans, et j'étais vraiment très très désolée qu'au bout de 30 ans, on n'ait jamais fait de travaux d'entretien, qu'il ait fallu attendre que ça se dégrade, que la moitié des logements aient des infiltrations d'eau, que moi je sois obligée d'être relogée en centre-ville, parce qu'il y avait l'eau qui tombait du plafond dans mon salon, dans mes escaliers. Et bon, donc ma voisine qui avait 99 ans m'a vu partir. Et c'est vrai que c'était un lieu de vie qui était dégradé pour tout le monde, quoi. Et je trouve que la politique de la ville est trop lente pour l'entretien des bâtiments, pour l'entretien du patrimoine. Et qu'on attend trop que ça se dégrade. Et qu'on fait trop au dernier moment.
merci. C'est une belle intervention qui finalement ferme la boucle de l'introduction. C'est ce que disait Inkenballer en introduction, hein, qui disait on veut toujours aller épargner, et à force d'épargner, ça nous coûte beaucoup plus cher et parfois ça nous coûte la mort carrément du tout. Alors je te laisse le... je sais pas qui... Ah, t'as ton micro. Eh ben voilà. Alors je te laisse peut-être la parole de conclusion. Oui, non, c'était pour répondre aux arguments dont vous parliez, c'est par rapport à la mobilité et puis par rapport. Alors l'autre point c'était. Ah oui. Non, alors moi j'ai eu la chance de travailler sur un quartier qui est du logement HLM qui est l'île aux Saint-Paul à Paris. Et ce quartier, donc il est vraiment très ancien puisqu'il remonte au XIVe siècle. Et il y a des constructions qui vont du XIVe jusqu'au XXe siècle. Et bien entendu, tout ce patrimoine, il n'est pas adapté aux normes actuelles. Jamais de la vie on a pensé à le démolir. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des opérations, notamment dans les années 70, pour transformer ça en logement social. Ça a été extrêmement bien fait, des installations d'ascenseurs de façon extrêmement judicieuse et ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, les conditions de démolition de l'époque, c'était dans un monde qu'on pensait infini. Aujourd'hui, notre monde, on sait qu'il est infini et qu'il faut être, je dirais, frugal dans la manière dont on agit. Et que chaque action, ce d'autant plus que nous sommes les principaux, on va dire que toute notre urbanisation, c'est une des choses principales qui a accéléré le réchauffement climatique. Donc ce patrimoine, il est d'autant plus précieux qu'il nous a déjà mis dans l'écueil. Donc c'est pour ça que pour moi, on ne peut pas dire on a démoli à une époque, on démolissait de façon beaucoup plus aisée. Aujourd'hui, il faut être beaucoup plus circonspect, beaucoup plus, parce que tout ça, ça a beaucoup de valeur par rapport à la qualité de notre futur. Merci beaucoup, Francis. Tu étais, il me semble, il y a quelques jours, aux rencontres de la frugalité heureuse, précisément, qui est ce mouvement d'architectes qui cherchent à traiter avec soin et avec je ne sais pas si c'est de la compassion ou en tout cas de la bienveillance, le bâti, mais dans une frugalité heureuse. Je crois qu'on est arrivé au terme d'une première ébauche de conversation qui doit manifestement être approfondie. Je pense qu'on peut se satisfaire que beaucoup d'entre vous aient eu envie de parler et été un petit peu interpellés par les problématiques qui se posent là dans cette soirée. Ça veut dire qu'on va organiser d'autres réunions, on va avoir d'autres rendez-vous et que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses, espérons, dans le bon sens, mais forcément dans le bon sens si nous sommes nombreux à être convaincus que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Donc je vous remercie tous pour votre participation et je vous dis à l'année prochaine.